Tous ceux qui réfléchissent dans leur moment de calme se posent ces questions éternelles. Pourquoi suis-je ici? Quelle est la raison de toute existence? Que devons-nous faire en ce monde? Comment l'univers a-t-il commencé? Nous nous posons ces questions sur nous-mêmes, sur notre monde et sur notre place dans les desseins de l'univers, ainsi que l'ont fait nos ancêtres. Mais aujourd'hui, nos tentatives pour trouver des réponses à ces questions sont aidées par des instruments d'expérience rendus possibles par la technologie moderne. Nous sommes dans une période de grands progrès technologiques et nous nous efforçons d'accorder le flot des récentes découvertes avec une nouvelle philosophie inspirée des sciences. Les technologies de l'espace nous fournissent la première véritable plateforme globale pour observer la planète Terre. Les données scientifiques recueillies à partir des technologies spatiales ont ajouté énormément à notre connaissance de la planète. Aujourd'hui, il est devenu évident que l'avenir de l'humanité dépend de ce que nous réaliserons dans l'espace, en explorant la Lune et les planètes. L'immensité de l'univers suscitera l'esprit pionnier. Mais les applications pratiques des technologies de l'espace ont déjà prouvé qu'elles sont d'une grande importance pour l'humanité. Les premiers développements des technologies de l'espace et les premières explorations ont été conduits à peu près entièrement par les États-Unis et l'ancienne Union soviétique. Mais de plus en plus de pays maintenant comprennent quel est le potentiel des technologies de l'espace et de plus en plus de nations deviennent des puissances spatiales. Un petit village du Kerala, Tumba, a vu la naissance du programme spatial indien. Une fusée de 2 étages fut lancée d'ici le 21 novembre 1963. Alors que j'étais à Summerfield, aux États-Unis, où j'ai commencé à travailler à partir d'août 1963, j'ai entendu une information selon laquelle l'Inde avait lancé une fusée de 2 étages sonder l'atmosphère. Or, une fusée requiert un moteur fusée et bien plus encore. Et je travaillais heureusement à cette époque à la conception et au développement de moteurs de fusée. Aussi, il me vint à l'esprit que ce que je voudrais faire quand je retournerai en Inde, ce que de toute façon je ferai, quoi qu'il arrive, ce serait rejoindre le projet indien à Thumba. Je suis allé à Triamdaram, je suis allé à Thumba. Il n'y avait à ce moment-là, pour ainsi dire, pas encore d'aménagement. En fait, mon bureau était dans une église. C'est peut-être encore plus difficile à imaginer, mais mon laboratoire était dans une étable. Cependant, le lancement fut réussi. L'Inde était entrée dans l'ère de la conquête de l'espace. Ce sera notre projet constant, ces prochaines années et les années suivantes. Employer l'espace à des fins pacifiques et répondre aux problèmes réels de la nation. Le père du programme spatial indien, Dr. Vikram Sarabhai, disait qu'il n'était pas tant question de savoir si un pays en développement comme l'Inde pouvait se permettre de développer ses technologies spatiales, que de savoir s'il lui était possible de s'en dispenser. Ses paroles témoignent de la force de sa conviction et son intelligence visionnaire. Le docteur Sarabhai a pris une série de décisions qui ont constitué la base même du programme spatial indien. Nous construirions nos propres fusées, notre propre système de lancement de satellites, nos propres satellites. Le projet était ambitieux et d'un point de vue objectif, je voyais très bien que l'Inde partait d'une technologie minuscule. À peu de choses près, notre technologie était celle d'une fusée de feu d'artifice telle qu'on en lance lors de Diwali, mais de 10 km. Ce que le programme spatial exigeait était beaucoup, beaucoup plus important.
Les années 60 ont été consacrées au développement de notre savoir-faire et nos infrastructures. Quoi qu'il y ait eu quelques assistances de la part de la France, des États-Unis et de l'URSS, la plupart des efforts étaient indigènes. En 1965, un centre de recherche spatiale était ouvert à Tumba. En 1969, l'Organisation des recherches spatiales de l'Inde était constituée sous la direction du département de l'énergie atomique. En 1972, l'ISRO passa sous la direction du département de l'espace, le DOS, qui fut responsable de la mise en œuvre du programme spatial national. L'ISRO, si vous vous souvenez, a été créé dans un effort initial et bien avant toute autre considération pour étudier les problèmes en relation avec les sciences de l'espace, en particulier les problèmes en relation avec l'équateur géomagnétique, lequel passe au-dessus de Sumba, comme chacun sait, et de certaines parties de l'Inde. Donc les objectifs à ce moment-là avaient pour but d'utiliser les technologies spatiales pour l'étude de l'atmosphère, de la ionosphère et de l'environnement terrestre. Les années 70 représentent une étape cruciale pour le développement du programme spatial indien. Et c'est à cette époque que le professeur Satish Dhawan a pris en charge la direction de l'ISRO. Sous sa direction, l'ISRO a connu de nombreux succès. En utilisant le satellite américain ATS-6, le programme expérimental de télévision éducative par satellite, le 6, a pu diffuser une série de programmes éducatifs se rapportant à la santé, au planning familial, à l'agriculture et à de semblables sujets dans plus de 2500 villages. Le lancement du premier satellite indien dénommé Aryabhata par l'URSS a été suivi par le lancement des satellites Bhaskara 1 et 2 et d'Apple, un satellite de communication expérimentale. Les succès de ces projets ont encouragé l'Inde à prendre la décision de construire son propre système de satellites INSAT, tandis que la première génération de satellites INSAT avait été fournie par les États-Unis. La seconde génération INSAT 2 a été conçue et réalisée par l'ISRO. Le système INSAT est un système de satellites multifonctionnels destiné en priorité à satisfaire les besoins en télécommunications, en télédiffusion et en données météorologiques. ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। La communication de développement. Une communication de développement doit d'abord et avant tout avoir pour but d'apporter des informations et des savoirs à la population, en particulier en zone rurale, sur des sujets tels que les pratiques agricoles, la santé, l'hygiène, l'exploitation des ressources en eau, le rôle des femmes dans les Panchayati Raj. Un bon exemple d'application se trouve dans le projet de développement des télécommunications de Jabua, dont l'objectif est de construire un réseau de diffusion par satellite destiné à transmettre des programmes télévisés satisfaisant les besoins des zones rurales. Jabua compte environ 1300 villages, avec un taux d'alphabétisation de seulement 14,5%. Plus de 150 appareils de réception télévisée directe ont été installés afin de promouvoir l'autonomie et l'emploi optimal des ressources locales. Les satellites en orbite autour de la Terre ont donné aux scientifiques l'opportunité d'observer et d'étudier notre planète comme un système constitué par les mouvements dynamiques de l'atmosphère et par des zones de terre soumises aux changements naturels et aux interactions humaines. Les technologies de télédétection ont trouvé de nombreuses applications, comme par exemple la cartographie des zones désertiques, la gestion des ressources en eau, la gestion des ressources maritimes, ainsi que la glaciologie et astrogéologie, etc. Aujourd'hui, l'Inde possède une vaste constellation de satellites de télédétection, IRS-1C et IRS-ID, qui fournissent les images qui sont parmi les meilleures du monde.
Ces satellites fournissent des informations vitales, avec un grand choix de résolution possible. Et nous avons utilisé ces satellites pour des applications concernant des domaines tels que l'agriculture, par exemple. Nous avons démontré avec quelle force l'adéquation de notre système IRS aux applications liées à la production agricole et à la détermination des rendements prévisionnels. Une des exploitations les plus remarquables qui ont été faites des données intégrées collectées par les missions IRS afin de promouvoir un développement équitable a été lancée en 1992. Elle couvre 175 districts et a pour but de tirer parti au moindre coût de prescriptions relatives au développement équitable, utilisant des données satellites. Ces données reçues par exemple à Norma en Oklahoma sont reçues ensuite en Allemagne, en Thaïlande et seront bientôt reçues au Japon. Elles sont reçues en Corée, elles vont être reçues à Dubaï, en Arabie Saoudite. Vous pouvez voir ainsi quelle est l'extension atteinte par le système IRS en termes de capacité à fournir aux utilisateurs des données. Actuellement, nous en sommes au point où environ 10% des données qui sont vendues dans le monde entier proviennent du système IRS. Je suis sûr que ce pourcentage doublera dans les 2 à 3 ans qui viennent. Si l'on parle d'argent, le marché de l'espace commercial est estimé à environ 60 milliards de dollars en l'an 2003, contre une valeur de 18 milliards de dollars entre 87 et 97. Le marché de l'espace commercial est dominé par Arianespace, un consortium européen. Arianespace, la première société commerciale de lanceurs spatiaux, détient plus de 50% de parts de marché des lancements de satellites et a réussi plus de 100 lancements commerciaux depuis 1984. Aujourd'hui, cependant, Arianespace connaît quelques turbulences, puisque de nouveaux acteurs sont apparus, ainsi que Lockheed Martin. Le marché est le théâtre d'une concurrence accrue, et la clé de la bataille réside dans une question de coût. Actuellement, le coût au kilo de mise en orbite géosynchrone est de 25 000 $. On observe une tendance à la baisse de ce coût, de 10 000 $ à 6 000 $, et enfin peut-être en définitive à 5 000 $. Un système de lancement très économique est donc nécessaire. Avec son programme de lanceurs de satellites, l'Inde a rejoint le groupe des 7 nations qui détiennent cette capacité. SLV-3 a été la première démonstration par l'Inde de sa capacité à construire des lanceurs. Elle a réussi sa première mise en orbite en juillet 80, plaçant le satellite Rohini en orbite terrestre de proximité. 2 lancements réussis de la fusée ASLV ont suivi, effectués à l'aide d'un propulseur à combustible solide capable de produire une poussée de 150 kg par seconde et permettant une mise en orbite quasi circulaire. Mais un vrai progrès a été accompli avec la fusée PSLV. Utilisant un combustible solide et un combustible liquide, elle peut mettre en orbite polaire synchronisée un satellite d'une tonne de la classe IRS. Il s'agit maintenant de gagner la confiance des utilisateurs pour conquérir le marché. La fusée possède toutes les caractéristiques d'un excellent lanceur en orbite basse et convient donc pour les satellites de télédétection et de communication. Le seul moyen de gagner la confiance des utilisateurs est de lancer de plus en plus de satellites. L'année dernière, l'Inde a signé un accord avec Arianespace afin de commercialiser l'ensemble de ses capacités de lancement sur le marché des microsatellites. Un grand nombre de satellites, en particulier les satellites de communication et de télédiffusion, sont utilisés par de petites sociétés. Ce sont les clients potentiels de l'ISRO. Selon Jean-Marie Luton, PDG d'Arianespace, le 26 mai 1999, l'Inde a fait son entrée dans le marché de plusieurs milliards de dollars en vendant sa capacité de lancement. KitSat de la Corée du Sud et TubeSat de l'Allemagne accompagnaient le satellite indien Oceansat.
La croissance globale du marché de l'espace devrait être de 10% dans les années qui viennent. Il y a quelques projets importants de lancement au sein des institutions internationales. L'ISRO devrait essayer d'obtenir les commandes de lancement de quelques-uns de ces satellites. Même si l'Inde ne peut fournir ses services aux pays occidentaux, un grand marché s'offre à nous en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Et l'Inde peut offrir ses services au moindre coût. Aujourd'hui, l'Inde va de l'avant avec le développement de son programme de fusée GSLV, destiné à mettre en orbite de transfert géosynchrone des satellites de 2,5 tonnes. Tandis que la fusée, lors des vols initiaux, aura un étage supérieur équipé d'un moteur cryogénique fourni par la Russie, l'ISRO développera une technologie indigène. L'Inde fait profiter de son expérience les autres pays en développement en formant leur personnel par un programme nommé CHAISE, un centre Asie-Pacifique dédié à l'enseignement des sciences et des technologies de l'espace a déjà commencé à fonctionner. Notre époque va connaître une révolution technologique majeure. L'Internet, le e-mail, le e-commerce, les superordinateurs sont à l'ordre du jour. Aussi, alors que l'Inde entre dans un nouveau millénaire, est-il important d'évaluer la situation et les perspectives de son programme spatial. L'Inde, j'en suis sûr, jouera au XXIe siècle un rôle très dynamique. Les capacités de l'Inde seront ultérieurement un élément important et donneront à la nation l'assurance d'un service spatial dévoué. Dans de nombreux domaines, nous pouvons essayer de jouer un rôle en travaillant de concert avec les pays qui aujourd'hui construisent des stations spatiales. Voici la direction dans laquelle nous devons regarder. Nous pouvons aussi nous associer avec d'autres pays afin d'aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui en tant que puissance spatiale conventionnelle. Cela dépendra en grande partie de notre engagement et du montant des investissements que nous pourrons consentir. On pourra alors à ce moment-là interroger la pertinence des vols habités, d'une exploration des planètes de notre système solaire, de l'établissement de l'homme sur ces planètes et autres choses de ce genre, comme on le voudra. Now, the kind of things that are taking place in this networked, wired world makes it imperative that ISRO is really up on the ball from the plan to the delivery stage. Now, c'est maintenant que ces choses formidables, extraordinaires se mettent en place, que le monde se constitue en réseau. Vous devez impérativement raccourcir le temps qui sépare la conception de la réalisation. Ce n'est pas assez d'avoir de brillantes idées non plus qu'une livraison qui arrive trop tard. Il est maintenant nécessaire de donner au département un air d'entreprise pour que les industries soient plus impliquées. Bien sûr, ISRO a été soutenu avec compétence par plusieurs secteurs de l'industrie indienne et par divers laboratoires. Et de nombreuses technologies développées par le programme spatial ont été ensuite transférées au secteur industriel et ont trouvé des débouchés commerciaux. ISRO a aussi commencé à vendre des composants de satellites et des sous-systèmes aux géants de l'espace que sont Hugo et Matra Marconi. L'Europe et le Japon ont justifié leur investissement dans un programme spatial par les progrès technologiques dont tirent parti leurs industries et donc par les bénéfices commerciaux qu'ils en tirent. À s'en tenir à l'expérience des États-Unis et de l'Europe, les bénéfices économiques d'un tel investissement peuvent représenter 3 à 4 fois l'investissement initial. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. C'est à lui d'inciter les industriels indiens à s'impliquer activement dans le programme spatial et à exploiter les potentialités que l'ISR a créées. Ainsi, l'Inde devrait-elle accroître ses investissements. Le problème va devenir capital, sachant que ce que le Japon a dépensé pour son programme de fusée H2 pendant ces 10 dernières années est équivalent au coût total du programme spatial indien sur 35 années. En 1972, le budget de l'ISRO était de 100 millions de roupies et il a augmenté pour atteindre aujourd'hui la somme de 11,71 milliards de roupies. Cependant, en comparaison, les États-Unis dépensent pour leur programme plus de 600 milliards de roupies. Nous ne pouvons tout simplement pas comparer les deux. Ici, nous parlons de priorités de base, des infrastructures de base. Là-bas, ils parlent très sérieusement de réduire le gaspillage des fonds.
Le programme spatial américain est bien sûr beaucoup plus ambitieux puisqu'il comprend le développement de la navette spatiale, des projets de vol habité, des sondes planétaires, etc. Si vous regardez l'entreprise américaine, elle est aussi conduite pour des motifs militaires, et peut-être même essentiellement militaires, et avec de nombreuses arrière-pensées stratégiques, alors que l'ISRO, je crois, et tout ce qu'elle a fait le prouve assez, travaille tout simplement pour nos besoins de développement. Une question se pose au sujet de l'utilisation civile ou militaire de l'espace. Une première difficulté tient à l'impossibilité d'établir une distinction entre les deux. Les buts de prestige national, de développement, d'application militaire, de découverte scientifique et d'exploitation commerciale ne permettent pas l'établissement d'une claire distinction. Les intérêts de sécurité nationale fournissent un lien à ces objectifs indiscernables. De nombreux pays ont lié leur programme spatial civil au développement d'un programme de missiles. Cependant, il est important de remarquer que l'Inde et le Japon sont les deux pays du monde dont les programmes spatiaux civils ne se sont pas transformés en programmes de développement de missiles. Le programme spatial indien a plutôt bien réussi en dépit de problèmes d'organisation, mais aussi en dépit d'un budget relativement modeste. En dépit de tout cela, l'Inde est parvenue à construire des satellites de communication et de télédétection de classe mondiale, mais elle est aussi parvenue à lancer elle-même ses satellites. Quand on pense que l'Inde ne possédait aucune de ces technologies il y a 36 ans. L'Inde possède maintenant les infrastructures. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une bonne poussée dans le prochain millénaire.